Salut à tous, bonjour, bonjour, bonjour. Bah c'est parti pour le premier live, voilà. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour un premier live. Alors c'est vraiment un essai, c'est le premier live que je fais qui est lié à la fois à mon podcast que je fais sur ma page pro, sur laquelle vous êtes là tout de suite, et aussi ce que je fais sur mon blog, sur mes blogs, mes newsletters, etc. Le but du jeu, c'est pas de faire des lives qui soient très longs, c'est vraiment de vous partager avec vous quelques infos, quelques liens, quelques choses, éléments que j'ai trouvés en complément. Voilà. Alors, j'espère que le son marche bien, mais normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis parce que j'ai sorti le beau micro, hein, que vous voyez pas, mais qui est ici, qui est mon micro de podcast. On le voit juste un petit peu là, qui dépasse par là. Alors, le but de ce live, voilà, c'est vraiment de partager quelques liens, d'avoir un petit bout d'échange, de créer. Alors, je sais pas si j'arriverai à créer un rendez-vous régulier. Ça sera jamais du quotidien dans tous les cas, mais est-ce que ça sera un rendez-vous hebdomadaire? Est-ce que ça sera quand j'ai trois quatre liens, je les partage avec vous, etc. Quelles sont les heures et autres? Tout ça, on va en décider maintenant. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas un live très long. Le but du jeu n'est pas de faire 1 heure ou quoi que ce soit. C'est vraiment de faire quelque chose qui soit beaucoup plus court que ça. Euh, pour tout vous dire, j'étais plutôt parti dans l'esprit de faire quelque chose qui serait autour de 10 minutes à un quart d'heure. Voilà, c'est tranquillement le temps. Alors là, je commence à, vous voyez, j'ai sorti ma plus belle tasse pour mon café. Euh, c'est vraiment histoire comment dire, de vraiment partager quelques liens, voilà, quelques éléments complémentaires. Alors, ce que je vous propose, attendez, je vérifie juste que le son, 1, 2, 3. C'est bon. Hop, je le recoupe de chez moi. C'est juste pour éviter d'avoir un écho, mais le son a l'air comme je veux. Voilà, donc c'est vraiment juste avec vous pour partager quelques liens, quelques compléments. Alors par exemple, j'ai trouvé des choses qui concernaient, qui avaient un lien avec ce que j'ai raconté cette semaine dans le podcast. Donc je vais finir ma semaine sur le SEO comme ça. Et puis, bah, c'est pour en profiter si vous avez quelques questions. Je précise aussi, mais ça je vous l'ai dit dans la vidéo de test, qu'il y aura des vidéos de coaching sur le groupe du club des créateurs de contenu, sur le groupe Facebook, que vous trouvez là dans les liens un petit peu partout sur la page. On sera plutôt dans une optique un petit peu coaching en ligne, etc., sur une thématique que vous avez définie. Là, dans ce live-là, ici, sur cette page, on sera plutôt sur plutôt un esprit partage d'actu, etc. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Tout d'abord, je voulais vous dire, euh, j'espère que c'est pas trop sombre, que l'image est pas trop sombre, mais chez nous, aujourd'hui, c'est un temps catastrophique. Je vous montre juste le temps qui fait dehors, tout de suite, voilà. Voilà, c'est le temps du jour. Alors au début, je m'étais dit, des fois, je pourrais faire des lives en dehors, parce qu'en fait, avec un téléphone portable, etc. Mais alors, quand j'ai vu le temps ce matin, j'ai dit, ce n'est même pas la peine d'essayer. Voilà, tout simplement. Alors, maintenant, je vais attaquer vraiment dans le vif du sujet. Ce que je voulais vous partager avec vous, c'était quelques liens. Vraiment. Alors, attendez, je regarde mon fil conducteur. Par rapport, pour finir ma semaine SEO, on a beaucoup parlé de SEO. L'épisode du jour du podcast est prêt, mais il n'est pas enregistré. Terminera cette semaine sur le SEO, sur le référencement, sur un questionnement autour de l'écosystème. Voilà, je vous mettrai le lien une fois qu'il sera publié. Ceux qui verront le replay de cette vidéo l'auront sûrement, je pense, pourront déjà l'entendre quand vous verrez cette vidéo. C'est vraiment de questionner vraiment, mais la question qui est importante, qui est finalement que beaucoup se posent, de dire est-ce que le SEO sert encore à quelque chose ou est-ce qu'il est pour nous? Voilà, j'ai commencé à répondre hier à la question d'Estelle et je continuerai à répondre aujourd'hui dans l'épisode du jour. Alors, ce que je voulais vous montrer surtout, c'était plutôt partager avec vous quelques liens complémentaires, parce que j'ai trouvé quelques informations complémentaires. La première information complémentaire que j'ai trouvée, c'est
tout simplement, voilà, j'espère que vous voyez bien, oui, c'est bon. C'est cet article. Vous voyez, on est qu'à 2 jours sur 3 leçons du Big Data par rapport aux moteurs de recherche. Comment fonctionnent les moteurs de recherche? Alors, on est sur des... je sais même plus comment ils l'ont fait, en fait, l'ensemble. Je vous avez parlé de la complexité de tout ça, du SEO, ça peut faire peur à certains. Là, ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est que finalement, il focalise sur 3 résultats importants basés sur de l'analyse. Le premier, c'est, vous voyez ce qui est marqué ici, c'est développer une niche. C'est-à-dire qu'en fait, si vous descendez, vous aurez le détail. Qui montre un exemple en disant qu'un site très thématisé a plus de visibilité actuellement dans Google qu'un site très généraliste. Même si on essaie de découper en silos, etc. Des sites très thématisés, alors là je crois qu'il donne un exemple de site de cuisine et autres. On ne peut pas dire qu'il n'y a que ça. Mais le premier élément, c'est ça, c'est-à-dire, et ça répond en partie à une question que j'ai trouvé cet article hier après mon épisode de podcast. C'est vraiment un élément à prendre en compte, c'est-à-dire que quand on a un site généraliste, je dis pas qu'il faut pas en faire, mais on sait qu'on aura un peu plus de mal à expliquer à Google quel est le vrai positionnement de son site, alors que quand on a un site très thématisé sur une niche, et ben Google comprend tout de suite le truc. Le deuxième leçon eux, ce qu'ils en disent, c'est comment dire, de faire attention au contenant, au contenu qui serait un petit peu ancien. C'est-à-dire, vous savez, et moi je suis le premier, j'aime pas supprimer les anciens articles, etc. C'est de dire attention à du contenu qui serait trop ancien, qui serait dépassé, qui n'aurait plus vraiment d'intérêt, voilà, et de dire celui-ci, normalement, il faudrait s'en débarrasser. Alors, je ne sais pas s'il faut vraiment s'en débarrasser, parce qu'on se rend compte que des fois, ces vieux articles font aussi quelque part des visites. Ce qui serait intéressant surtout, et là, alors eux, ce qu'ils montrent, c'est que finalement, en divisant, en enlevant des pages, voilà, c'est exactement ce qu'il y a dans cette partie-là. C'est-à-dire qu'en enlevant des pages, et bien quelque part, on arriverait à augmenter la visibilité. Et c'est ce qui est vraiment étonnant. Alors, vous voyez que là, en fait, il parle de 95% de contenu supprimé pour une visibilité qui a vraiment augmenté sur cet essai-là. Je sais pas. Voilà, moi je demande à voir, je demande à tester. Ce que je me dis surtout, c'est qu'il faudrait faire en sorte finalement que ce contenu-là ne soit pas trop gênant pour la visibilité des contenus plus récents. Moi, je suis plutôt sur cette optique-là, et je vous en parlerai parce que le lien suivant concerne un petit peu ça. Le troisième élément que vous avez, qui est ici, c'est de dire quelque part, il faut mettre à jour le contenu restant pour que ce contenu restant, et donc qui est important et autres, soit vraiment très intéressant et encore plus intéressant pour les gens qui le verraient. On est vraiment là dans une logique de dire, dans ce cadre-là, que le contenu evergreen, moi je vous l'ai dit, c'est toujours super important, il faut vraiment se baser sur le contenu evergreen. Si vous investissez du temps sur du contenu, il vaut mieux que ce soit un contenu qui ait une durée de vie longue, hein, soyons honnêtes, hein, surtout à notre niveau. Mais en fait, c'est pas parce qu'il est fait une fois qu'il faut plus le toucher, il faudrait le retoucher au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand vous vous rendez compte que vous avez des articles qui sont anciens et qui ont toujours du succès, remettez-les à jour. Profitez-en aussi, par exemple, si vous les complétez par d'autres articles, par mettre des liens vers les autres articles, pour que Google et pour que les visiteurs puissent aller dans d'autres choses. Il cite un exemple, un outil que je vous ai cité dans un podcast, qui est vraiment un outil que j'adore, qui s'appelle Answer the Public. Je ne sais pas si vous l'avez testé, c'est dans l'épisode de mercredi. Vraiment, j'adore cet outil. Le gars là, il paraît pas très sympathique comme ça, mais en fait, il est vraiment, il y a des trucs intéressants. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait rechercher. On pourrait dire, tiens, c'est ma thématique à moi. Par exemple, pour mon blog de papa, ça serait typiquement ça. Je fais ça, je demande les questions. Et là, il va me proposer en fait une visualisation. Bon, et le comment devenir super papa, BD comment devenir papa, voyez, comment devenir un bon papa. C'est tout à fait des questions qui sont intéressantes. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de réponses,
parce que j'ai fait une demande déjà qui est un petit peu restreinte. C'est un outil qui est vachement bien. Vous cliquez dessus, vous arrivez en fait sur les résultats Google. Quand vais-je devenir papa? Voilà, je sais pas ce que ça peut. Test, est-il prêt à devenir père, etc. Bon, il n'y a pas que du bon dedans, mais ça vous montre un petit peu par l'analyse de Google comment fonctionnent les questions, les réponses que vous pouvez avoir. Moi, je fais beaucoup travailler mes étudiants avec ces questions-là parce que c'est assez intéressant. Ici, vous avez en fait des prépositions avec, alors des fois, elles sont pas très intéressantes. Vous voyez, devenir papa à 50 ans, 60 ans, 43 ans, 42 ans, tenez, ben, c'est presque moi ça. Euh, donc là, il y a des éléments intéressants. Il y a des comparaisons, là qui n'a aucun sens parce que j'ai mis un mot qui était trop restreint. Et puis ici, en fait, vous avez des résultats alphabétiques. Vous voyez que devenir papa d'une petite fille, d'un petit garçon, etc. Et donc ça, en fait, ce sont les questions que se posent les gens. Donc quand vous êtes sur une thématique, ce qui est intéressant pour vous, c'est de tabler directement sur ce bout de thématique, de regarder un petit peu quels sont les types de résultats, et ensuite eh ben, de vous en servir pour faire des contenus. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait faire tous vos titres d'articles avec comme ça là, mais ça voudrait dire que vous pourriez au moins les mettre dans vos questionnements de départ et dans ce que vous allez mettre au départ. Voilà, donc c'était plutôt intéressant comme lien. Ensuite, euh, qu'est-ce que je voulais vous montrer un autre élément, toujours pour compléter ça et pour finir la partie sur le SEO. Je voudrais vous montrer un deuxième article qui lui, en fait, alors je vais le prendre. Il est où? Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà, c'est la page importance. Alors, j'en ai pas du tout parlé à l'intérieur dans les podcasts. Là, on touche aux choses qui sont un poil plus complexes, je vous cache pas. Ça montre d'ailleurs, si vous lisez l'article, je vous garantis, ça vous montre la complexité du référencement, du linking, etc. Là, ça vous montre un petit peu comment un robot va crawler l'information, etc. Franchement, si vous avez quelques minutes à lire, c'est assez intéressant. Ça va même sur les brevets, vous voyez, enfin, il y a tout un tas de choses. Mais en fait, ce que ça voudrait pointer, ça voudrait dire que Google, avec 1,2 milliard de sites et des millions de contenus indexés sur certains sites ou des dizaines de milliers sur d'autres, ne peut pas indexer l'ensemble. Donc il va indexer principalement les pages qui lui semblent les plus intéressantes. Dans ce cas-là, vous allez favoriser certains types de documents avec certains... alors vous voyez, il reparle du sitemap par exemple, c'est-à-dire donner à Google un endroit, un lien précis vers ce qui est intéressant pour vous. Mais en fait, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que ce qui serait intéressant pour vous, c'est de supprimer les liens qui ne sont pas trop pertinents, voilà, c'est exactement ce qu'il vous dit ici, et dès vos pages d'accueil, dès vos pages, les landing pages, c'est-à-dire toutes les pages principales qui génèrent beaucoup de contenu, pointer vers des pages qui sont importantes pour vous et que vous jugez importantes pour vos lecteurs. Et là, en fait, dans ce cas-là, eh ben, si elles sont proches de la racine du site ou proches des pages d'entrée ou proches des pages les plus visitées, vous allez arriver sur quelque part, j'ai envie de vous dire, on va arriver sur indiquer à Google que ce sont les pages qui sont les plus importantes. Alors les pages d'autorité, pourquoi ils les appellent comme ça, hein, c'est euh, comment dire, c'est-à-dire que vous devriez avoir des pages, et je vais vous faire travailler dessus un jour dans un mini défi, c'est d'avoir des pages quelque part, vous voyez, c'est pas vos pages catégories, ça serait d'avoir des pages qui résument un petit peu l'ensemble de ce que vous avez fait. Par exemple, ça serait comme une page dans votre WordPress qui disent, voilà, j'ai fait 10 articles sur comment faire des meilleures photos, voici des liens, voici la méthode, voici comment les retrouver. C'est pas un listing de catégories, ce sont des pages qui vont guider les gens vers d'autres pages, et on va considérer qu'en fait, cette page intermédiaire, c'est un peu comme si on fonctionne dans un silo, vous voyez, vous avez une page intermédiaire pour diriger vers des pages qui soient plus précises. Et on est un petit peu dans cette optique-là, vous voyez, c'est aider comment on va aider Google et lui montrer quelles sont les pages les plus intéressantes. Là, je vous dis, c'est un article qui est intéressant, il vous montre un petit peu tous les éléments, ne prenez pas peur en voyant la longueur, hein, c'est plutôt intéressant sur le contenu, et ça vous montre aussi un petit peu eh ben, comment fonctionne tout ça, quoi, voilà, tout simplement. Je voulais vous donner. Alors, attendez, je remets ma tête. Je voulais aussi vous dire
Dans les news de ce qu'on a eu cette semaine, bien sûr, je pense que vous l'avez tous vu, c'est Twitter qui réfléchit encore une fois à la longueur des messages. Vous savez, les 140 caractères qui venaient de l'époque où Twitter était plutôt parti sur du SMS. Il partirait sur une longueur qui serait plutôt désormais de 280 caractères, mais on est là sur certaines langues, et notamment ils prennent le cas du japonais, qui ont des codages un petit peu particuliers. Et c'est vrai, et j'imagine, pour nous, bon, on met un caractère, c'est un caractère, mais si vous mettez déjà un emoji, vous vous rendez compte qu'en fait, il fait 2 ou 3 caractères l'emoji, parce qu'il est codé sur plusieurs caractères, en fait, sur des codes qui sont faits comme ça. Et en fait, eux disent que dans le codage de certaines langues, pour un japonais, 140 caractères, c'est pas 140 caractères pour un américain, pour un français ou quoi que ce soit, donc ils voudraient augmenter. Je sais pas, on verra les conséquences. Pour certains, on dit que la conséquence quand même, c'est qu'en agrandissant le nombre de caractères, s'ils finissaient par l'agrandir pour tout le monde, ils iraient un petit peu marcher sur les plates-bandes. Ils essaieraient d'aller chez Facebook, qui lui n'a pas trop la limite. Et dans ce cas-là, ça serait une manière aussi de se relancer dans le jeu. Moi, personnellement, j'aime bien les 140 caractères, mais je trouve qu'il y a une vraie dérive, c'est ceux qui se disent bah, 140 caractères c'est pas assez, ils font 25 messages de 140 caractères pour raconter des... Vous savez ce qu'on appelle les averses de tweet. Et là, je me dis, franchement, faites un billet de blog, mettez ça sur un article, je sais pas, quelque part des pages, etc. Parce que là, ça sert à rien, c'est illisible. Je sais que ça prend de la place, ça doit générer du trafic, mais pour moi, personnellement, c'est un truc qui n'est pas lisible. Ensuite, monter de 140 à 280, sincèrement, ça nous faciliterait la vie de temps en temps. Est-ce qu'il faudrait faire comme dans les... parce que je vous rappelle que dans les messages privés, on a 10 000 caractères. S'il monte à 10 000 caractères, je crois que Twitter perd un petit peu quand même son esprit de départ. Donc je suis assez sceptique. Je pense que de toute façon, tout ce qui change, ça va provoquer un tollé. Donc passer de 140 à 280 caractères, ça provoquera le tollé. Mais après, quand les gens auront testé, ils diront c'est génial. Rappelez-vous, à une époque, Facebook, quand ils avaient changé leur aspect, tout le monde avait gueulé. Et puis après, bah, maintenant, tout le monde a oublié. Sauf les Russes, parce que VKontakte était resté avait été une copie de l'ancien Facebook qui était resté longtemps. Je sais pas où ils en sont. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre dans les autres actus? Je me dépêche, vous voyez, j'avais dit je ferais 20-25 minutes. J'ai dégoté, alors c'est facile, vous allez, c'est sur le blog du community manager. Non, pardon, le blog du modérateur, excusez-moi. Je vais passer, hop, vite fait, je vous mets dessus. Ils ont fait une enquête sur les community managers en France, les résultats 2017, chaque année ils font ça, etc. Bon, je vous passe les chiffres, hein, je vous mettrai les liens de toute façon dans un billet de blog euh, ou dans la description de la vidéo, parce que je vais aussi la mettre sur YouTube. Et je vous mettrai les liens dans la description sur Facebook après. Voilà, vous avez le profil, les Parisiennes, 28 ans, assez jeunes, plutôt diplômés, hein, on est plutôt sur des bacs plus 5. Je le dis de toute façon, le community management, il y a 2 niveaux. Il y aura le niveau bas de gamme, c'est juste de répondre aux messages, et dans ce cas-là, ça sera sous-traité un jour ou l'autre à des robots. Et puis il y a le niveau stratégique, où là on sera plutôt sur des bacs plus 5. Et pour l'instant, on a plutôt mis des bacs plus 5 pour répondre à du bas de gamme. Voilà, et c'est vraiment un piège pour les étudiants. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est en fait qu'il y a un chiffre qui est important, c'est qu'il y a quelque part par ici, ils vous disent 62% des entreprises font du community management pour améliorer leur notoriété. Objectif numéro 1. Et je ne comprends pas que les entreprises ne fassent que ça. Vous voyez que l'acquisition, la fidélisation, etc. est très faible. Et en fait, ça pose une vraie question, c'est que on ne peut pas mesurer la notoriété facilement, sauf pour des très grosses entreprises. Mais la notoriété, pour beaucoup d'entreprises, ne se mesure pas. À l'échelle d'une petite entreprise, si vous voulez essayer de mesurer votre notoriété, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, c'est super compliqué à mesurer. Et en fait, il y a 27%, 62% pour la notoriété et 26% pour acquérir des nouveaux clients. Donc vous voyez, on est pratiquement à 80% des usages, on est vraiment là-dessus. Alors, acquérir des nouveaux clients, c'est la logique de tout le monde. Mais vous voyez qu'on est très loin de la notion de co-construction, d'avoir des gens qui vous donneraient des idées, d'écouter les gens, de remonter des idées, d'essayer de construire une marque, une communauté avec eux. On en est super loin, on n'est pas du tout là-dedans. La plupart des entreprises en fait sont restées dans un mode très broadcast. La page Facebook émet un message, les gens vont mettre des commentaires, des réponses. On va essayer de les stimuler à nous mettre des commentaires et des réponses parce que Facebook nous oblige à le faire, parce que les outils nous obligent à le faire. Mais en fait, dans l'état d'esprit, dans la tête des gens, je pense que les gens, notamment les entreprises, n'ont toujours pas compris l'état d'esprit des réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive en vous disant tiens j'ai une idée pour votre entreprise, plutôt que de lui dire oui merci et ne rien en faire, il faudrait tout de suite l'écouter. Et quand vous voyez ce genre de résultat,
Là, c'est des community managers qui répondent. Ça veut dire que leur chef leur a donné des données, des trucs à dire, voilà, il faut faire ça, etc. Déjà, 62% la notoriété, je vois même pas comment ils vont la mesurer, parce que la notoriété se mesure par des enquêtes qui sont un peu compliquées, et puis on sait qu'elle est très faussée. J'en parlais hier, par exemple, sur un sujet, la notoriété, imaginez la notoriété des radios, etc. Écoutez-vous une radio, les gens, s'ils connaissent le nom, ils disent ouais, ouais, j'ai pensé à ça, mais ça veut pas dire qu'ils l'écoutent. C'est pas parce qu'ils connaissent le nom qu'ils deviennent vraiment des clients, etc. Et donc, c'est un poil compliqué. J'étais un peu surpris par ces résultats-là, sans être vraiment surpris. Voilà, ça c'était un premier truc. Tant qu'à être sur le blog du modérateur, il y a l'histoire, ils ont fait un article sur la certification. Vous savez, sur Facebook, on a des badges bleus et des badges gris qui correspondent en fait à des comment dire, à des ça valide votre identité en fait. Voilà, tout simplement. Ça certifie votre identité. Vous demandez une carte d'identité. Il vous donne le mode d'emploi pour les obtenir. Hein, badge bleu ou badge gris sur votre page Facebook pour les badges gris. Vous pouvez avoir un badge bleu pour votre profil. Vous pouvez avoir un badge bleu aussi pour votre page. Certains arrivent à les demander très facilement parce que des fois ça apparaît dans les paramètres de la page. Et pour d'autres cas, moi les miens par exemple, je n'ai aucune page qui les fait apparaître. Pourtant je remplis tous les critères. Alors là il vous donne un petit formulaire quelque part par ici. Voilà, vous devez remplir ce formulaire pour la certification bleue. J'ai fait un essai. Voilà, hier ou avant-hier, j'ai cliqué sur le lien. J'ai dit tiens, je vais remplir le formulaire en disant voilà, moi je fais du podcast, je fais de la vidéo, etc. Je fais tout un tas de choses et j'ai des homonymes et je voudrais pas qu'on nous confonde. Je voudrais bien dire que mon profil à moi, Facebook et ma page Facebook Bertrand Soulier sont ce qui m'appartiennent à moi et sont pas celles de mes homonymes, etc. J'attends de voir s'il me certifie ou pas ces pages et s'il les valide en tant que page authentique ou pas. Sachant que comme mon homonyme est un chanteur qui n'a pas qu'un petit bout de succès, mais c'est pas un gars que vous entendez tous les jours à la radio, je me dis aussi que c'est peut-être lui qui aura le plus de chance et qui aura sans aucun doute plus de chance de l'avoir. Mais ça veut pas dire que j'ai pas le droit de tester, hein, bien sûr, voilà. Euh, Donc là, voilà, c'était pour ma revue de petits liens. Je vous dis, je testerai ce qui se passe sur Facebook et je vous en dirai un petit peu plus dans quelques temps, voir si ça a marché. Alors je regarde s'il y a des questions. Non, il n'y a pas de questions. Alors c'est peut-être pas la bonne heure, hein, parce que samedi matin à 9h, moi j'avoue que c'est l'heure. Moi je suis réveillé depuis pas mal de temps, mais c'est peut-être pas la bonne heure. Je voudrais finir sur deux infos, deux petits liens pratiques. Enfin, d'abord une info et un petit lien pratique. Alors l'info, c'est, je sais pas si vous avez vu ça, c'est pas se passer en Belgique cette histoire. La Libre Belgique, on a un témoignage, voilà, c'est ça, Canal+, votre univers impitoyable. C'est une contribution externe qui nous raconte en fait comment cette jeune fille que vous avez par ici, donc sur la droite, avait imaginé un concept d'émission féministe et l'a envoyé en fait il y a 2 ans à Canal+, et qui a été reçu, qui a présenté son concept, etc., qu'il avait d'abord présenté en Belgique à des médias qui lui ont refusé, elle est allée voir Canal+, et en fait, elles lui ont pas pris, ils lui ont pas donné de nouvelles, et puis 2 ans après, c'est-à-dire à la rentrée, ils se rendent compte que son journal et son concept sont repris par Canal+, par une autre présentatrice qu'elle. En plus, c'est des news qui sont écrites par un homme, a priori, enfin bref. Et en fait, elle est un poil dégoûtée. Alors, ça m'a appelé une réflexion qui était simple, hein. C'était de me dire, c'est un truc qui doit arriver, mais super souvent malheureusement. Et j'avais envie de me dire, je me suis dit, qu'est-ce qui serait passé si à la place de publier, de donner son idée à Canal+, et là, dans ce cas-là, pour justifier qu'elle a donné l'idée à Canal+, ça va être super compliqué, parce que normalement, vous savez, c'est des questions de droit, faudrait mettre ça sous des enveloppes, sous sein privé, ou je sais pas quoi. Elles sont scellées pour dire, voilà, j'avais lu l'idée en 2015, je suis allé voir Canal+, avec l'idée, je prouve qu'en 2015, avec le dépôt de cette idée-là, sous enveloppe, c'est bien moi qui ai proposé l'idée à Canal. Je me suis demandé, qu'est-ce qui serait passé si à la place, elle avait fait sa vidéo, parce qu'en fait, elle a fait une vidéo de test, et ce qui est intéressant, je vous remonte, c'est que si vous descendez dans l'article par ici, là, vous descendez, vous avez la maquette de Léa hein, sur Vimeo et vous avez la vidéo cette semaine madame sur Canal. Je me suis demandé et je pense sincèrement que si au lieu d'amener son concept à Canal, elle avait fait non pas qu'une maquette, mais c'était dit tiens je vais faire une émission par semaine, par mois, la faire sur Facebook, la faire, enfin vous savez vraiment faire son écosystème, l'en faire parler, etc. Vu comme c'était marrant sa premier lien, vu qu'elle aurait pu le faire suivre, vu que le milieu féministe a quand même de quoi relayer l'information, je suis sûr et je suis persuadé
qu'en fait elle aurait eu du succès et qu'elle aurait fini sur Canal. Enfin, ou que son concept aurait pu être pris par une télé, ou sur, vous voyez, aurait pu être cité tout simplement parce que le concept était intéressant, c'était pas fait. Et en fait, elle est allée le proposer à des gens en se disant tiens, je vais trouver une audience pour le montrer. Alors que si elle avait essayé de construire son audience, et ben les gens en fait Canal+ auraient pas pu venir lui piquer si facilement que ça, parce que certains auraient dit vous êtes en train de lui piquer son truc, mais surtout en 2 ans elle aurait eu le temps de construire une audience, et peut-être avec ce concept-là, d'aller voir une chaîne de télé ou d'autres gens pour proposer quelque chose en disant regardez moi j'ai construit une audience sur ma page Facebook, sur ma chaîne YouTube, j'ai des gens qui regardent, peut-être 10, 15 000, peut-être beaucoup plus de gens qui regardent mon émission à chaque fois que je la produis, je sais pas, toutes les semaines, toutes les 15 jours, 3 semaines, alors peut-être qu'il y avait un coût, je sais pas, mais le coût de publication n'est pas si élevé que ça. Et je pense que là, dans ce cas-là, elle aurait eu beaucoup plus de poids pour aller voir la chaîne en disant, bah voilà ce que je fais, j'ai déjà de l'audience, et voici comment on pourrait faire, ou même que la chaîne serait venue la chercher, parce qu'en fait, souvent les chaînes télé, elles repèrent les gens comme ça qui sont venus faire des choses. Et surtout, elle serait pas dans ce sentiment un petit peu dégoûté, tout simplement, en disant, bah, je me suis fait piquer mon concept et ça a l'air de marcher chez eux, alors que ça aurait très bien pu marcher chez moi. Voilà, c'est pour ça, moi, c'est vraiment le truc de dire, franchement, si vous avez une idée, essayez d'y croire, essayez de la pousser. Ça vous coûte pas beaucoup, beaucoup. Vous voyez, là, elle avait un plateau, elle se filmait, etc. Bon, il y avait un petit peu de montage, etc. Peut-être en le faisant plus simplement, peut-être en développant des choses. Peut-être qu'elle aurait pu le faire en live, là, comme je suis en train de faire. Bref, je pense qu'elle aurait pu, ça aurait été sympa, voilà, de voir ce qui serait passé si elle avait fait son concept par elle-même. Enfin, pour finir, je voulais pas finir sans vous donner un outil. Un truc que j'adore, voilà, qui s'appelle Flint. Alors, Flint, voilà, c'est une... vous savez, moi j'aime bien la newsletter, j'aime bien le format mail, et en fait, Flint, c'est une newsletter personnalisée par des petits robots. Alors voilà, il y a des robots, alors ils ont toute une armée de robots, c'est fait par des anciens ou par des journalistes. En fait, ils apprennent petit à petit à faire comment dire, à vous faire une revue de presse. Tous les liens sont traqués, ils savent si vous cliquez sur un lien ou quoi que ce soit, il va essayer de vous trouver des liens qui vous intéressent. Pardon, je bois mon café. Alors, ce qui est assez intéressant dedans, c'est que je suis toujours surpris, c'est qu'il me trouve toujours des liens que je n'ai jamais vu passer avant sur Twitter, Facebook, etc. Certains oui, et certains pas du tout. Donc vous cherchez flint.media, je vous mettrai encore les liens, je vous le dis. Vous cherchez les liens comme ça, et il vous trouve toujours des trucs. Moi, je suis assez surpris. À chaque fois, il y a des liens, il y a un ou deux liens qui sont super intéressants. Alors, il y a des robots thématiques. Ils ont aussi confié des robots, de l'élevage de robots à d'autres personnes qui, je crois qu'ils passent 2 heures par jour à cliquer sur les liens, lui expliquer, lui dire tiens, il y a ça ou pas ça. Mais en fait, c'est de l'intelligence artificielle, tout simplement. Ils savent ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas. Ils vont chercher d'autres liens, ils vont creuser. Et puis des fois, les papas des robots vous posent des questions qui sont intéressantes, de dire qu'est-ce qui se passe par exemple. À une époque, ils tombaient sur des liens d'extrême droite. Est-ce qu'il faut remonter les liens d'extrême droite? Est-ce qu'il faut prévenir que ce sont des liens d'extrême droite, etc. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les suit? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment le robot doit se comporter par rapport à ça? Vous voyez, c'est toutes les questions sur l'intelligence, ce qui est assez intéressant. Et là, j'ai vu qu'ils étaient en train de créer des robots, un sur l'Afrique et puis un sur notre thématique. Donc ce qui est intéressant, c'est abonnez-vous à Flint, vous testez, vous mettez une adresse mail, c'est gratuit. Il y a des thématiques et ensuite derrière il va vous envoyer au fur et à mesure des liens intéressants dans une petite newsletter. Vous cliquez sur les liens, etc. Et petit à petit vous allez voir que les liens sont de plus en plus intéressants. Et c'est vraiment, je trouve, voilà, Flint, c'est un truc. Vous voyez, il suffit, vous faites oui là et c'est parti quoi. Vous avez juste besoin, vous suivez les instructions et c'est fait en quelques secondes. C'est vraiment, vraiment, vraiment un outil super bien. Voilà. J'en ai fini moi aujourd'hui pour cet épisode enfin cet épisode, pardon, je me croyais dans le podcast. Non, je suis pas dans le podcast. J'en ai fini aujourd'hui pour cette émission, ce premier live. Alors, bon, on n'a pas eu de questions, bon, c'est dommage. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à mettre des commentaires dessous, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que le son a été bon, l'image, bon, je suis désolé, aujourd'hui il pleuvait plein temps, mais donc j'ai mis de l'image, je vous montre pas, mais j'ai de l'éclairage comment ça s'appelle, vraiment artificiel, c'est ce qui fait ces ombres derrière. J'ai dépassé un petit peu mon quota, vous voyez, je voulais partir plus tôt sur un temps de 10-15 minutes, bon je suis à la demi-heure mais c'est pas grave.
Je vous laisse aujourd'hui, c'était un premier essai, dites-moi ce que vous en pensez. J'enregistre mon épisode de podcast un peu plus tard dans la journée, je vous retrouve tous les jours en podcast, je vous mets tous les liens. N'hésitez pas à rejoindre le club des créateurs de contenu, n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me retrouver à droite à gauche sur les réseaux sociaux. J'essaie de répondre à toutes les questions que l'on me pose, j'essaie de répondre à tous les messages. Des fois je suis un petit peu à la bourre, des fois je suis dans les temps. S'il y a un truc que je ne sais pas, je vous dis je ne sais pas, et j'essaye de trouver aussi des réponses, et j'y réfléchis, et toutes vos questions nourrissent aussi le podcast. Tout ce que je fais en dehors nourrit le podcast, et toutes vos questions nourrissent le podcast. Sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée, un très beau samedi, hein. J'espère que chez vous, vous avez un meilleur temps qu'ici, parce qu'ici, je vous rappelle que c'est la flotte, qu'il pleut plein temps, et je vous dis à plus tard dans le podcast, et à très bientôt sur la page Facebook pour un nouveau live. Allez, ciao. Moi, je finis mon café. Vous voyez, Star Wars, c'est une petite créatrice locale qui a fait ces tasses super cool, comme ça, là. Voilà. Ciao. Belle journée à tous.